Donc, bonjour tout le monde. Au nom de l'ACFA SDG, dans le cadre de nos grandes entrevues du mois de la francophonie, il me fait grand plaisir d'accueillir une franco-ontarienne visionnaire, femme de cœur et de passion, Jacqueline Pelletier. Jacqueline, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet entretien avec moi. On se connaît depuis longtemps, mais là, de prendre le temps de respirer ensemble et de faire un peu le point, puis de regarder un peu derrière nous ce qui s'est passé, devant nous ce qui va arriver, ça va être très agréable. Merci d'être là. Et je vais prendre quelques petites secondes pour présenter des éléments de ta biographie. Euh, Tu es retraitée depuis 2012. Tu as été enseignante, animatrice en développement communautaire au Collège Algonquin d'Ottawa. D'ailleurs, c'est là qu'on a fait connaissance. Tu as ensuite travaillé à ton compte dans le secteur du développement organisationnel à titre de conseillère en design de réunions et de conférences et animatrice d'émissions d'heures de pointe et de reportages à TFO. D'ailleurs, plusieurs vont se rappeler de t'avoir vu animer des débats, des conversations. La vidéo sur le dépistage du cancer du sein, une question personnelle dans laquelle tu as été présentatrice, fut primée au World Fest Houston en 1996. Tu t'es spécialisée dans les interventions de groupe. Quand on parle de communauté, hein, c'est toujours collectif, c'est toujours collaboratif, on travaille avec des groupes et c'est une de tes spécialités de trouver la façon de créer des espaces de parole pour que chaque personne prenne sa place. Tu as fait ça pendant plus de 30 ans dans le milieu gouvernemental, associatif et privé. On t'a vu aussi être maître de cérémonie, d'événements, de petits, de grands événements, soit à la fonction publique, mais jusqu'à la Banque mondiale. Et moi qui est en économie sociale, ça fait longtemps que dans le mouvement, on se dit, on va l'influencer, la Banque mondiale. Je peux t'annoncer qu'on le fait. Hein. Présentement, on a même Ah, créé un comité. On est ben rendu là. bravo. Merci. Tu me Et raconteras ça un jour. oui, avec plaisir. Puis, je veux juste, parce qu'on va parler de différentes choses dans notre entretien, mais tu as une expérience associative assez impressionnante. Tu as siégé sur des conseils d'administration, que ce soit le conseil d'administration fondateur de la Cité, le conseil consultatif de l'Ontario de la condition féminine, la Nouvelle Scène, la coopérative funéraire d'Ottawa. Et on fera un clin d'œil sur cette coopérative-là qui offre des services essentiels à la vie dans la francophonie. Et tu es membre de l'Ordre d'Ottawa et de chevalier. Et moi, j'ai plus le goût de dire chevalière. À un moment donné, ils vont le mettre au Oui. féminin aussi, de l'Ordre de la Pléiade, Assemblée parlementaire de la francophonie. D'ailleurs, on fait partie du même club. En tout cas, merci d'être là, Ça me fait chère plaisir. Jacqueline. Ça me fait Et plaisir. C'est ce que tu n'as pas dit, c'est qu'on s'est rencontrés il y a plus de 25 ans. 25, non, non, c'est pas vrai. hey, plus que Plus ça. de 45 ans. Aïe, aïe, aïe. Oui, Oui, ça fait longtemps. exactement. Nos chemins se sont Exactement. croisés à quelques reprises, mais il y a longtemps du début. Exactement. Puis tu m'as déjà entendu le dire. C'est pour ça que je suis pas mal fière de discuter avec toi puis de partager un peu ta feuille de route avec les gens. C'est que tu as été ma mentor. Je te l'ai déjà dit que tu as Ah, été ma mentor longtemps. merci, Et merci. quand j'étais très jeune, puis tu te rappelles, j'étais monoparentale aussi pendant un bout, il y avait des femmes autour de moi qui m'inspiraient beaucoup. On avait créé le centre d'accès pour femmes et tu faisais partie de ce petit groupe-là de 4-5 femmes qui, je t'avoue, quand dans des temps où est-ce qu'on se questionne sur la vie et l'après, ce qui va se passer dans les prochaines années, puis vous étiez vraiment des lumières dans ma vie et j'aimerais aujourd'hui avec l'entretien que tu nous partages des lumières que tu as eues dans ta vie, des Ah, trajectoires, oui. des moments marquants. Donc, parlons-en de ces moments marquants. Si tu regardais dans tout ce que tu as fait, si tu avais le plaisir de raconter 2 ou 3 moments qui ont peut-être changé ta vie, qui ont peut-être bousculé ta trajectoire, qui t'ont sans doute inspiré et inspiré plusieurs autres personnes, la parole est à toi. Raconte-nous. Je veux dire d'abord que j'ai des liens avec Cornwall parce que Hmm. 3 de mes beaux-frères, maintenant décédés malheureusement, étaient originaires de Cornwall. Mes sœurs ont trouvé une talle de bons gars à Cornwall. Hey! Ils ont été importants dans ma vie. Euh, oh là là, oui. Je dirais que j'ai posé un geste à 21 ans qui a été Mhm. déterminant dans ma vie, c'est que j'ai quitté l'enseignement. J'avais enseigné 2 ans seulement. Avec le peu de sous que j'avais pu grappiller, parce que les salaires dans le temps, mon dernier salaire, c'était 3 600 par année dans le temps. Voilà. Je suis partie en Europe pour 1 an. Sac à dos, quelques petites idées de ce que j'allais faire, très peu,
Ça a rendu mes parents fous dans le temps parce que je faisais de l'autostop et tout ça. Mais j'ai passé 1 an en Europe. Et alors, je sortais d'une famille canadienne, française, catholique. On avait vécu longtemps dans un quartier très familial, les oncles, les tantes et tout. Et c'était une période où mes sœurs se mariaient, une après l'autre. On était 8 chez nous. C'était mariage, 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 enceinte, 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 des enfants. Et je sentais le besoin de vivre autre chose. Alors, je suis partie pendant 1 an. J'ai trouvé des moyens pour vivre pendant 1 an, voyager, même prendre l'avion de temps en temps. Et ça a été déterminant. Ça m'a permis de me trouver une identité à moi dans laquelle je transporte mon passé de jeunesse, mais de voir que j'étais capable d'abord de survivre comme ça, me débrouiller pendant 1 an, de m'exposer à d'autres cultures, de découvrir, d'être ouverte, de me faire ouvrir les esprits. Ça a été un moment qui a marqué ma vie. Beaucoup, beaucoup. Ça a été des rencontres, ça a été des expériences, dont une à laquelle je pense souvent, c'est que j'ai été guide pendant quelques semaines à Vimy, parce que Vimy, ça appartient au Canada, ça a été donné par la France au Canada. Donc, ils embauchent des étudiants canadiens pour faire des visites touristiques. Et je me suis aventurée de façon totalement irresponsable dans des parties des souterrains interdits. Et j'ai vu là, je ne sais pas si d'autres avaient vu ça avant moi et le gars avec qui j'étais, des inscriptions dans les murs. C'était facile parce que c'est de la craie, les murs. C'est comme les Cliffs of Dover en Angleterre. Et c'était, disons, Réal Gauthier, 19 ans, mort ici le jour de Noël, 1916-17, là. Et c'était couvert. Et là, moi, j'étais là en tant que jeune touriste excitée de l'aventure. Ces gars-là, ils étaient partis pour l'aventure, mais ça a été la guerre, l'aventure, puis ils sont morts, là. Ça m'a marqué beaucoup, ça. Mon sens de responsabilité sociale et tout ça. Une autre expérience qui a été marquante pour moi et que j'ai adorée, c'est la télévision. La chaîne française de TVO, qui s'appelle maintenant TFO. Ça a été en tout et partout peut-être 8 ans, où je savais au départ que les Franco-Ontariens et Ontariennes, on ne se voyait pas, nous autres, à la télévision. J'étais très, très consciente. Ça, c'est mon âme d'animation sociale, je suppose, que les gens qui me voyaient pouvaient se dire, ben coudonc, si la petite Pelletier peut faire ça, on doit être capable, nous autres aussi. Et le plus beau compliment qui m'a été fait pendant ces années-là, c'est une jeune femme que j'avais interviewée qui m'avait dit, ce que j'aime de ce que tu fais, c'est que tu nous laisses raconter ce qu'on a à raconter. Et je ne peux pas endurer les intervieweurs qui parlent plus que leur invité. Je trouve ça indécent. Ce n'est pas toi qu'on va entendre, c'est ton invité. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai éprouvé beaucoup de bonheur à contribuer à offrir à l'Ontario français des rencontres avec des personnes de partout à travers la province qui vivaient toutes sortes d'expériences et de leur montrer qu'on est capable, nous autres aussi, de faire des bonnes affaires. Puis regarde ce qui est arrivé maintenant avec TFO. TFO avec ses plateformes qui sont présentes et accessibles à travers le monde. Donc ça a été... Mais il aurait fallu que je m'établisse. Je voyageais chaque semaine à Toronto. Il aurait fallu que je m'établisse à Toronto et que je devienne productrice. C'est la trajectoire. Moi, je voulais pas... J'aimais beaucoup Toronto, je ne voulais pas vivre là et je ne voulais pas être productrice, je voulais être animatrice. C'est là que je suis à mon meilleur. Donc, finalement, j'ai quitté et j'ai poursuivi d'autres mandats ailleurs. Si j'ai à identifier un autre moment marquant, évidemment, c'est le mouvement C'est le temps. On parle de moi comme la héroïne, c'est parce que j'ai été la première à passer une nuit en prison. Je n'ai pas été l'héroïne plus que tous les autres qui ont passé 1 ou 2 ou 3 nuits derrière les barreaux. Mais alors, c'était une époque de bouillonnement social. Hein. Il y avait la guerre du Vietnam. À travers la planète,
sais, on avait suivi les événements au Chili, quand Allende a été assassiné, les manifestations là. Il y avait des grands mouvements de solidarité sur la planète. Il y avait eu en 68 les étudiants qui se sont soulevés à Paris, peu de temps après que moi, j'ai quitté. Alors, le mouvement C'est le temps, ça a été initié par un petit groupe dont certains travaillaient pour le Collège Algonquin à l'époque. Et j'ai été initiée à certaines lectures. Paulo Freire, par exemple, et l'éducation Populaire. sociale, l'alphabétisation et tout ça. Et à un moment donné, c'est peut-être Raymond Desrochers qui travaille avec nous, je crois que c'est lui qui a eu l'idée de contester des contraventions comme façon de dire au gouvernement, tu ne nous donnes pas de service en Ontario, on n'existe pas, donc pourquoi on paierait les services? Donc, si j'ai une contravention, je ne la paye pas. Et notre objectif, donc, c'était pas juste d'avoir des plaques d'immatriculation ou des contraventions en français. Notre objectif, c'était de faire un statement. Si vous ne reconnaissez pas notre existence, ben nous, on va prendre des contraventions et on ne les payera pas. Bon. À l'époque, ça voulait dire que tu passais une nuit ou deux en prison. Ça ne serait plus ça aujourd'hui. Et ça donne que j'ai été la première. Donc ça, finalement, il y a beaucoup de gens qui se sont impliqués. D'ailleurs, Linda Cardinal et ses étudiants ont fait une recherche monumentale. Ils ont tout documenté, même des aspects de ce mouvement que je n'ai pas connu. On n'a jamais voulu devenir permanent. C'était un mouvement. Puis à un moment donné, ce mouvement-là, ben, il a fini. Les derniers gestes, ça a été plutôt posé à Sudbury. Lise, j'oublie son nom, qui est passé derrière les barreaux, je crois, à Sudbury. Puis ensuite, ben, ça a cessé d'exister. Mais il y a eu des impacts, surtout dans le domaine légal. La possibilité d'avoir ces procès en français, beaucoup de documents qui ont été traduits et tout. Alors, ça, c'est des moments... parfois, je me demande comment ça se fait que j'ai fait ça pour l'amour du Saint-Ciel. C'était pas mal osé, frondeur, mais il fallait l'être, comme il faut encore l'être, d'autres façons, peut-être aujourd'hui. Donc, entre mon année en Europe, l'expérience de TFO, le mouvement C'est le temps, ça a été parmi les moments très marquants de ma vie, ça. Je sais qu'on s'est croisés aussi dans le cadre, tu sais, au collège Algonquin, il y avait tout un mouvement, mais après ça, il y a eu le mouvement de la table féministe et tout ça. On a toujours dit aussi, Jacqueline Pelletier, c'est une militante un jour, une militante toujours. Es-tu toujours dans cette logique-là je ne dirais pas que c'est le même genre d'action, mais au niveau de soutenir des causes, Oui. Oui, oui. Puis quelle cause qui t'attire particulièrement maintenant? Bien, je vais donner une couple d'exemples, mais ce que je veux dire, ce que j'ai retenu de ça, c'est que je suis devenue, je m'appelle une matchmaker. Ah, Une des habiletés que j'ai développées, c'est de bâtir des liens. Quelqu'un a un besoin, je trouve une personne. Je suis assez habile pour faire ça, mais je connais beaucoup de monde. Alors, la Maison Marie-Louise a besoin de quelque chose, je passe le mot à Retraite en action ou ailleurs, puis boum, ça se mobilise. Euh, euh, mon action sociale en ce moment, c'est la coopérative funéraire d'Ottawa. On en parlera tout à l'heure. Mais quand les Syriens sont arrivés à Ottawa, tout d'un coup, on a senti le besoin de se mobiliser. Et les conseils scolaires se sont mobilisés pour recruter les enfants dans leurs écoles. Alors là, moi, j'ai mobilisé Retraite en action en lien avec le CPE, le Collège des écoles publiques, pas le collège, mais le conseil. Et on a fait une collecte monstre un jour au Patro, tellement qu'ils nous ont dit, écoutez, il va falloir faire venir les pompiers, vous bloquez les portes. Les membres de Retraite en action ont apporté des centaines de gros sacs verts pleins qu'il fallait distribuer dans la journée parce qu'il fallait quitter le patrouille pour 3 heures. Ça a été une idée de fou. Mais moi, je me dis, si on attend toujours le bon moment, on n'y arrivera pas. Quand on a l'instinct que c'est le temps d'agir, c'était un peu ça la prison aussi. Il y en a qui disaient, va pas trop vite, va pas trop vite. Ça fait partie, à tort ou à raison, ça fait partie de mon énergie.
Alors, Mhm. ce jour-là, pour les Syriens, c'était ça. On n'attend pas, on fait ça, puis il y a quelque chose de bon qui va arriver. Et, ça. Alors, c'est plutôt dans. Ensuite, ça a été euh, l'arrivée de beaucoup d'élèves musulmans du nord de l'Afrique ou du Moyen-Orient dans les écoles. Et là, toujours avec Retraite en action, on a monté une équipe de bénévoles qui allait faire des repas, servir des repas, aider de diverses façons. Euh, j'ai ça à cœur. Écoute, l'avenir de l'Ontario français, c'est les immigrants. C'est Mhm. nous, les Franco-Ontariens de souche, mais c'est beaucoup, beaucoup. On a juste à mettre les pieds dans une école élémentaire. On va voir toutes les couleurs possibles de peau et c'est ça l'avenir. Alors, c'est dans notre intérêt, pour notre propre croissance personnelle, notre propre éducation, mais pour l'avenir, de s'investir dans ça. Je ne suis pas dans ça en ce moment, évidemment, à cause de la pandémie, tout a été retardé. Et j'ai vieilli aussi, j'ai 76 ans maintenant. Je viens de découvrir que j'ai plus 40 ans, là. Je ne le savais pas. Donc, disons que je cible mes énergies. Merci. Ceci dit, tu parles de cette communauté-là qui embrasse là, l'immigration, puis tu dis même c'est notre avenir. Si tu avais à nous raconter aujourd'hui, là, si tu avais à dire à quelqu'un d'autre, voici la communauté francophone dans laquelle je vis. Dans toute cette réalité-là, tu sais, plurielle, diversifiée, tout ça, comment ce serait quoi la phrase qui nous unirait tous, là, qui nous représenterait tous? Comment tu la racontes, cette francophonie-là, cette communauté d'aujourd'hui, 2022? Le monde entier est venu vivre chez nous, accueillons-les. Ah, Ce serait beaucoup ça, je pense. Euh, je prends, tu sais, mon année en Europe, quand j'avais 21 ans, m'a ouvert aux autres cultures. C'était européen, remarque, mais m'a ouvert à aller voir qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'ils vivent eux autres. Et j'ai quand même voyagé dans des pays comme le Bangladesh, par exemple, en tant que touriste, là, mais avec des expériences intéressantes dans divers pays, beaucoup en Asie, en Chine, 3 fois et tout. Euh, et c'est stimulant d'être exposé aux autres, accueillir, apprendre. Et donc, je dirais, puis on a un bon leadership. J'admire le leadership de l'ACFO, ça s'appelle plus l'ACFO, la faux? l'AFO. J'admire le leadership qu'il y a là. Puis, tu sais, tu me parles, toi, de ce qui se passe dans Stormont Dundas Glengarry. C'est merveilleux. On est dynamique, nous, de vieilles souches franco-ontariennes. Puis, je pense qu'on veut être ouvert. Alors, euh, venez vivre au Canada, venez dans une communauté d'accueil dynamique, qui parle 2 langues au moins, quand c'est pas parce qu'ils nous apportent des langues aussi, les autres. C'est vivant. Mhm. Puis si tu avais, tu sais, avec toute ton expérience, tu en as vu des hauts et des bas, tu as vu des défis, tu as vu le monde se mettre ensemble puis les surmonter. Aujourd'hui, si tu avais à nous nommer peut-être une des avancées ou une des réussites qui t'impressionne le plus, que tu as été impliqué ou pas, mais dans notre environnement, et peut-être un défi ou un enjeu que tu trouves que c'est pas assez sur notre radar, mais qu'on devrait donc se réveiller puis le regarder dans le miroir puis d'agir ensemble. Donc, le blanc et le noir, dans le fond, ça serait quoi ces deux éléments-là? Euh, j'ai eu le privilège de siéger au premier conseil d'administration de la Cité collégiale à une époque où beaucoup de francophones n'y croyaient pas. J'ai été impliquée un peu en périphérie, mais à la création, euh, euh, vraiment en périphérie, mais des discours, disons, la création de l'Université de l'Ontario français. J'ai été impliquée à TFO. Je suis immensément fière de ça. Regardons ce que c'est devenu la cité collégiale. Il y a des gens qui ils disaient ça va être trop petit, les francophones ne voudront pas aller là, ils vont. Hein. On voit ce que c'est devenu. Et l'Université de l'Ontario français, un jour, parce qu'on ne bâtit pas une université du jour au lendemain, mais donnons-lui 5, 10, 15 ans, c'est un modèle ultra moderne et intéressant qui réussit à contourner les défis épouvantables certains des défis épouvantables des universités, où il y a de la sclérose parfois, beaucoup de bonnes choses aussi, mais alors, il y a ça.
Et puis, TFO, dont les plateformes sont visitées par des gens partout. On est capable. La nouvelle scène. J'ai eu le plaisir. J'ai été sur des CA, mais je ne suis pas une personne de CA. Moi, je suis une personne, je suis toujours en périphérie, un peu à côté de tout. C'est comme ça ma vie, là. Alors, mais quand la nouvelle scène est arrivée à un moment où j'avais le goût de découvrir le monde des arts. Et la personne qui devait faire la levée de fonds s'est désistée et on m'a demandé, fais-le. Et je me suis retrouvée à parler à gauche et à droite à des gens qui étaient habitués à donner pour l'hôpital, pour la paroisse, pour l'Église, peut-être pour l'université, mais pas trop tôt dans le domaine des arts. Et pourtant, ça s'est fait. Là, je parle des années, 80, 90. 90, cet édifice-là n'existe plus. Et on avait eu assez d'argent pour le rénover, puis pour lancer la nouvelle scène qui a maintenant un nouvel édifice. Bon, je ne suis plus impliquée. Mais ça a été très, très, très stimulant, très joyeux pour moi, tellement que mon chiffre d'affaires en tant que consultante a diminué de moitié pendant le gros de ce mandat-là parce que j'étais tellement prise par ça, avec l'appui inestimable de Paulette Gagnon, évidemment. Paulette Gagnon. On n'acceptera jamais qu'elle soit plus des nôtres. Où est-ce que ça manque? J'ai besoin d'y réfléchir pendant qu'on se parle, parce que oui, j'ai eu des idées, mais... Où est-ce que ça manque ou est-ce qu'il y a des enjeux qui sont toujours présents, mais qu'on est tellement occupé, on fait tellement de belles choses, comme tu mentionnes, on construit beaucoup. Oui. Tu m'as parlé tantôt d'un des projets de l'ACFO de SDG, d'humour. Oui. J'ai toujours dit, on ne convaincra pas les jeunes de parler français en disant, il faut que tu ailles avec une pancarte faire une manifestation. C'est pas vrai, ils n'iront pas. L'humour. Et moi, je l'utilise dans ma vie, j'encourage tellement tout le monde. Je suis heurtée comme tout le monde quand à la caissière ou même à la piscine où je fais mon aquafort, ils me disent don't speak French ou ça. Moi, avec humour, je dis, ça se peut pas. Tu es trop jeune, tu as pris des cours de français au moins une année dans ta vie en Ontario. C'est impossible si tu as fait tes études ici. Alors, bonjour. Tu peux me répondre. Puis quand elles me disent les bonjours, je dis, tu vois, tu parles français. L'humour, les faire rire plutôt que leur dire, well, why don't you speak French? Là? Des fois, je craque, puis je ne suis pas fine, mais pas souvent, parce que je sais que c'est par le mot. Alors, ça, je trouve que c'est une piste à suivre et vous faites bien de le faire. Donner le goût aux jeunes de cette culture. Je déplore qu'on ait plus Katimavik et des programmes comme ça qui amenaient les jeunes à se promener dans les communautés à travers le Canada, à découvrir les autres. À vivre des expériences. Hein? Oui, des et apporter expériences leur francité à eux. Alors, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on voudrait bâtir un jour. Pourquoi pas? On a des espaces verts au Canada, puis il y a plein de bâtiments aussi. Puis on va avoir le goût de voyager après la pandémie. Et ça y est, on va en parler dans quelques secondes. Mais ceci dit, tu as glissé le mot sur la coopérative funéraire d'Ottawa. Moi, je suis dans le mouvement coopératif depuis longtemps. On sait très bien que dans le milieu, c'est un milieu essentiel, c'est un service essentiel à l'ensemble de la communauté. Et on va tous y passer. Hein? C'est un moment de notre vie incontournable. C'est quoi cette coopérative-là? Qu'est-ce qui fait que ça vient te chercher, que tu as choisi beaucoup de t'investir dans la construction puis dans la gestion même de ce lieu? Oui. Moi, j'appelle ça un service de vie. Parce que une coopérative, un service funéraire, c'est pour les vivants qui viennent pleurer à une personne qu'ils ont perdue. Alors, comment fait-on ça de façon humaine, sensible, accueillante, sans abus? Sans abus. On a plein de services funéraires à Ottawa, puis ils font ce qu'ils peuvent, puis ils font de bonnes choses. Mais ce n'est pas des coopératives. Notre coopérative, elle appartient à ses membres. Alors, si on a 2000 membres, comme je le dis parfois, nos membres, on les perd, nous autres, nos membres, parce qu'ils meurent. Alors, on est toujours
en train de parler de notre coopérative pour la base, mais c'est eux les propriétaires. On n'a aucun intérêt à voler nos propriétaires, donc, ou à essayer de leur vendre quelque chose de plus que ce dont ils ont besoin. Donc, chez nous, les membres peuvent assister à nos réunions et tout, et tout, et tout. Nos employés sont salariés, il n'y a pas de commission. Il n'y a aucun intérêt à vendre à qui que ce soit quelque chose dont ils n'ont pas besoin. C'est un exemple simpliste peut-être, mais ça dit beaucoup. On accompagne nos familles, on fait des présentations, on fait venir des avocats, des psychologues et tout pour des présentations. On est fiers de notre accueil. C'est petit, on n'est pas pris avec des immenses édifices et la dette qui vient avec. Malheureusement, c'est dans un petit mail, c'est pas l'idéal, mais on a doublé notre superficie, c'est très beau, c'est très accueillant, c'est intime. Et on n'a pas voulu mettre une grosse dette sur les épaules de nos membres. C'est pour ça qu'on est à loyer, en tout cas pour l'instant. En grandissant, on verra. C'est du travail parce que c'est petit chez nous. Nos employés sont occupés à faire des funérailles et à accueillir les familles. Donc, c'est nous, les bénévoles du CA et des comités, qui faisons beaucoup de la publicité, les campagnes, les entrevues, trouver du financement. Donc, c'est un conseil d'administration qui se doit d'être actif. C'est toujours un défi parce que ce n'est pas nous, la directrice de funérailles. Mais moi, j'en ai vécu des mortalités. J'étais la plus jeune chez nous. J'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Je trouve qu'on accueille bien et on accompagne bien les gens à la coop. C'est très humain. On n'a aucun intérêt à abuser de qui que ce soit. On se plie en quatre pour rencontrer les exigences et les capacités des familles, mais on est là pour aider des familles, des êtres humains vivants qui pleurent un être cher. Et ça nous tient actifs à la coop. Je me suis fait poser la question parce que, tu sais, je suis impliquée dans le mouvement coop depuis que je suis toute petite. Donc, souvent, je donne des exemples dans mes ateliers, puis je donne souvent des exemples alimentaires. Puis je le nomme le funéraire, puis comme tu dis, notre communauté est diversifiée. Puis là, il y a quelqu'un qui me disait, oui, mais est-ce qu'il s'adapte aux croyances, aux différentes croyances religieuses? Puis peut-être qu'on peut faire un petit clin d'œil là-dessus parce que les gens méconnaissent ça, que les services funéraires peuvent aussi s'adapter. Oui, on s'adapte et parfois on envoie les cendres ou même le corps, mais c'est plutôt les cendres maintenant dans d'autres pays. Et, tout ça. Et oui, on peut accommoder tous les besoins. Il faut dire qu'avec la pandémie, mais pas seulement à cause de la pandémie, l'industrie, je peux dire, funéraire a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Les embaumements et les expositions du corps de la personne décédée, c'est devenu rare. Par contre, on peut diffuser une célébration de vie pour tous les êtres, n'importe où sur la planète, qui veulent participer. Alors, avec un décès de personnes qui a des familles ou des amis dans d'autres pays, on peut offrir ce type de service-là. Quant aux pratiques funéraires plus directes, le traitement du corps de la personne, cendre ou pas cendre et tout ça, on y va selon les pratiques on a des liens avec des services spécialisés et notre directrice des funérailles a beaucoup d'expérience, elle connaît tout ce qui bouge dans le métier. Donc, oui, on peut accommoder les religions, les cultures, oui. Excellent. Puis donc, vu que c'est une coopérative, comme tu dis, c'est démocratique, les membres s'activent, les membres peuvent aller jusqu'à se faire élire sur le conseil d'administration. C'est un service pour la vie. Vas-y. Oui, et je veux juste dire aussi que c'est bilingue. Là. Moi qui ai toujours cru qu'il fallait nos propres institutions à nous, on a essayé, tu as fait partie de l'effort il y a plusieurs années de créer une coopérative francophone, mais je pense que c'était peut-être trop sur le plan commercial, tout simplement. Mais là, on a une coopérative bilingue, biculturelle, avec tout ce que ça pose comme défi
parce que c'est vrai que c'est deux mondes, hein, deux mondes, deux cultures, mais on a la meilleure équipe possible pour tenter de faire fonctionner ça. Et on a quand même pas loin du tiers, je pense, de nos membres qui sont francophones. Et on fait beaucoup d'efforts pour accroître la présence francophone. Oui. Merci. Tu nous as fait référence à la pandémie qui affecte cette industrie-là, les services funéraires. Mais la pandémie affecte tout le monde, hein? Affecte toi, moi, nos familles, la communauté. Comment tu la vois, la communauté, présentement, qui vit depuis 2 ans cette pandémie-là? Puis comment tu la définirais? Est-ce qu'elle est résiliente? Est-ce qu'elle est découragée? Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle est... comment tu la vois, toi, dans la vie? Ben, moi, je la vois comme pas mal résiliente et débrouillarde et novatrice. Évidemment, comme je ne sors pas beaucoup de ma maison, comme tout le monde, je ne vais pas à des réunions. Je veux dire, je suis toujours souvent en Zoom, mais bon, je n'ai pas un contact direct avec beaucoup d'organismes ou de monde. Mais ceci dit, je vois les courriels que je reçois, rencontre Zoom pour ça, rencontre Team pour ça, ça n'arrête pas. Et il y a des gens qui se sont spécialisés dans les communications virtuelles, comme la Farfo avec son réseau de télévision interne là, qui font de la magie, comme ce que tu es en train de faire avec moi en ce moment. Alors, je trouve que notre communauté s'est drôlement bien adaptée. Et à tel point que moi, je me demande, on va-tu vouloir retourner en présentiel? Peut-être pas l'hiver, peut-être au printemps et à l'automne et l'été. Je pense que je suis pas inquiète. C'est sûr qu'on est une minorité. C'est sûr que, tu sais, l'histoire de l'humanité, c'est le métissage. Le métissage par telle culture de telle autre culture et ça se poursuit en ce moment. Alors, oui, l'anglais est très présent. Oui, il y a des nouvelles langues, des nouvelles cultures qui s'en viennent chez nous. Oui, il va falloir faire le deuil de certaines habitudes, de certaines pratiques, de certaines façons de vivre, mais pas complètement. Mais dans le processus, on s'enrichit d'autres choses. Est-ce que notre langue va survivre? Qui sait? Je viens de trouver un article sur les Ozarks aux États-Unis où il y a des francophones depuis les coureurs des bois dans les 1600, puis où il y a encore des francophones qui survivent. Et ce n'est pas la seule communauté aux États-Unis où ils ont découvert des programmes à l'Université Laval, il y a des liens qui sont bâtis. Alors, est-ce que notre langue... Bien, peut-être que c'est l'anglais qui va finir par adopter beaucoup de mots français au lieu de contraire. Comment notre langue, notre culture vont survivre? Ce sera là. Tu sais, nos parents meurent, mais leurs gènes sont en nous et dans tes enfants. Ben, ce qui reste, ce qui évoluera de notre culture et de notre langue, ça va vivre autrement, mais ce sera là. Et merci pour ce témoignage. Puis juste pour conclure, comme je t'expliquais avant l'entrevue, en amont de l'entrevue, puis tu en as fait référence que l'ACFO investissait dans les jeunes, dans l'humour, dans le goût, de donner le goût de parler français, de vivre en français. On a beaucoup de jeunes dans notre équipe. On a choisi aussi de se laisser entourer puis gâter, mais en même temps, c'est confrontant parce que c'est comme toi, là, tu sais, on a le goût de les entendre, puis quand on leur donne la parole, il faut aussi être à l'écoute de ce qu'ils disent. Cette jeunesse-là, elle est là, elle fourmille, elle agit avec tout ton bagage, toute ton expérience, toute ta sagesse, toutes tes leçons apprises, des fois les grincements de dents ou les bouts de colère. Avec tout ça, qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à cette jeunesse-là? Parfois qui se cherche, parce qu'elle l'a eu rough, la jeunesse, la pandémie, ça nous rentre dedans quand on est à un moment de notre vie où on a le goût d'aller vers l'autre puis que là, on est confiné. Mais qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à cette jeunesse-là pour les années à venir, pour le rôle qu'ils ont à jouer dans la francophonie comme personne, comme citoyen, citoyenne de cette belle société? Oui. Je leur dirais en partie ce que j'ai dit à notre famille. La famille de ma conjointe, je suis l'aînée, alors c'est moi qui parle au jour de l'an. Ce n'est pas une bénédiction, c'est des pensées.
Et il y a 2 ans, ce que j'ai dit, c'est regardez ce qui se passe dans le monde. Ne vous imaginez pas que la démocratie va survivre éternellement et qu'elle va survivre sans qu'on s'en mêle. Voter, c'est d'abord la première chose, et ça, je le dis à tous les jeunes, aussitôt que vous avez l'âge, votez. Impliquez-vous dans les partis politiques, dans les associations, oui, dans tout, mais soyez présents. Vous avez tellement, tellement à donner. On voit ce qui se passe à Ottawa en ce mois de février et à d'autres endroits, non seulement en Ontario, mais à travers le Canada et dans d'autres pays. La mésinformation, qui est largement financée à coût de milliards de dollars, au point où des millions de personnes ne croient plus du tout dans les médias traditionnels, télévision, radio, journaux. Ils disent tous que ça, c'est faux. J'ai peur. D'une part, j'ai tellement confiance dans nos inventions, nos jeunes qui, chaque jour, arrivent avec des idées nouvelles, comment communiquer, comment transformer ça, comment guérir ça. Il y a un potentiel immense. Mais ce mouvement souterrain qui commence à faire surface m'inquiète beaucoup. Et tout ce que je peux dire aux jeunes, c'est soyez là, soyez à l'écoute, assurez-vous d'aller chercher la vérité. La vérité. Tout ce qu'on peut avoir de vérité pour comprendre sans sombrer dans la noirceur que certains nous proposent ces temps-ci. Vous êtes capables. Vous avez tout ce qu'il faut, les jeunes. Ben oui, ben oui. Hey, merci beaucoup, Jacqueline, d'avoir passé ce moment-ci avec moi. Moi, je sais que je suis privilégiée de t'avoir croisé sur mon chemin très tôt dans ma vie parce que j'ai pu te suivre. J'ai entendu tes entrevues de fond quand tu prenais le temps d'aller chercher les histoires des gens à TFO, puis c'était toujours super inspirant. Puis de prendre le temps de partager un peu ton savoir, ton savoir-faire, ton vécu avec nous. Merci beaucoup. Merci d'être la personne que tu es, puis merci d'être encore cette animatrice humaine qui prend le temps de nous parler. Et on se dit à la prochaine. Merci à toi, Ethel. Ça me fait du bien de réfléchir. J'écris en ce moment. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais j'écris. Ça me fait du bien d'être valorisée aussi, de savoir que les gens se souviennent de moi, de ce que j'ai fait. Je veux célébrer ça. Ça n'a pas tout été aussi beau que tout ça, là, mais ce que j'ai fait de bien, ben, j'en suis fière. Merci de le reconnaître. Ben, ça fait plaisir, puis moi, j'ai bien hâte de te lire. J'espère que ça va se rendre jusqu'à rendre un écrit public, parce que ça fait partie de notre culture, hein? Plus les écrits sont présents, ben, plus on se rappelle des gens, mais plus on se rappelle aussi des histoires. Donc, merci beaucoup, Jacqueline.